J'appelle Michael Réau, fondateur de Signed Up, mais il va nous en parler un peu plus avec un observatoire. Vous allez vous installer. N'hésite pas, désinfecte tout de suite le micro, voilà, comme ça au moins, voilà, il n'y a pas de souci. Les deux autres l'avaient été auparavant. Et puis on va accueillir, ou tu vas accueillir des intervenants brillants. Alors je vais faire quand même une petite parenthèse. Moi je suis ravi de vous accueillir tous les trois. Parce que pendant le confinement, on a eu l'occasion d'échanger, je dirais, à distance, via un écran intermédiaire, et on s'est dit, mais ça serait peut-être quand même bien, plutôt que d'en parler juste entre nous, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire à plus grande échelle et utiliser ce thème de la souveraineté économique. Alors là, on va être un peu plus sur le digital, souveraineté économique dans le digital, et donc je suis ravi d'accueillir Alain Garnier et Pascal Gaillat qui vont intervenir juste après. Et je pense que tu as été le plus à même pour nous les présenter. D'abord, merci Mickaël d'avoir mis à l'ordre du jour le sujet très important de la souveraineté numérique et de la souveraineté économique. Donc pour rapidement présenter mes deux compères, Pascal Gaillat et Alain Garnier qui vont me rejoindre tout de suite. Pascal Gaillat qui organise régulièrement des rencontres et des remises de prix avec les cadors du digital pour mettre en avant les plus belles expériences en matière de digitalisation. Et puis Alain Garnier qui est le dirigeant fondateur de Jamespot, Bonjour. La plateforme de workplace digital, le réseau social d'entreprise qui fait vibrer beaucoup d'entreprises depuis quelques années et d'administration pour les rendre plus collaboratives. Voilà. Et puis, en plus, je suis ravi pour une fois qu'il y a deux Mickaël dans une table ronde, mais je vais me mettre en retrait. Ouais, je ne suis peut-être pas plus sensé que toi, mais je suis ravi que tu interviennes et que tu animes cette table ronde. Une petite private joke entre nous. Et donc, Michaël Réau, effectivement, comme tu le disais, fondateur de Signed Up, nous éditons une plateforme de veille, d'intelligence économique et de prospective. Alors, pour commencer sur ce sujet de la souveraineté économique et de la souveraineté numérique, j'aimerais te poser, Alain, une première question, parce que souvent, quand on parle de souveraineté numérique, on pense aux enjeux démocratiques avec des affaires qui ont fait quelques grands scandales, où on a vu que les citoyens parfois pouvaient être mis sous écoute. Tout ça, c'est des grands sujets, évidemment, mais quand on parle plutôt de la souveraineté numérique sous l'angle de l'enjeu économique, qu'est-ce que tu peux dire de l'enjeu économique ? Bien, bonjour à tous. Ravi d'être effectivement dans ce live, justement, pour vivre cette semaine de FinTech. Tu as raison de ramener ça sur un angle économique, parce que souvent, on est effectivement dans des grands fantasmes sur la souveraineté. On parle d'espions et ces choses de perte de données. C'est sans doute une réalité aussi. Mais en fait, elle est sans doute moins forte que la problématique économique. Et moi, j'ai pris quelques chiffres, je les ai notés pour pas dire de bêtises. Très bien. Si on regarde le secteur donc du logiciel, matériel et tout ce qui est service numérique, tu l'as bien dit, on va parler plutôt digital. FinTech, on va parler plutôt de cette partie-là. C'est 70 milliards d'euros en France. Donc c'est énorme par an. Et il faut savoir que 75% de ces 70 milliards, c'est US, américain. 10% pour l'Europe et 15% pour nous. Ça veut dire que on est totalement dépendant. Quand on regarde, ça fait un rapport, si même on le prend au niveau européen, 75% de nos dépenses numériques sont américaines. Ça représente à peu près plus d'1 million d'emplois qualifiés perdus, ou plutôt transférés. Ce qui est colossal quand on voit aujourd'hui les masses de ce que ça représente. En plus, c'est des emplois qualifiés. Si on prend le premier éditeur français, c'est Dassault Systèmes, on en est super fiers, Cocorico. Il représente 2% du chiffre d'affaires du premier américain qui est Microsoft. 2%. C'est-à-dire que notre top one, le premier, représente que 2% du premier de chez eux. C'est là où on voit un peu pour ceux qui sont allés à New York, ville bien connue pour ses gratte-ciels, c'est ça. C'est comme si vous mettiez des petites maisons à côté des gratte-ciels. C'est ce qu'on est aujourd'hui. On est juste des petites cabanes à côté des grands gratte-ciels américains. Voilà, ça donne un peu la domination. Mais bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on a des taux de croissance plus importants qu'eux aujourd'hui. Si on enlève les GAFAM et l'hypercroissance,
On a un taux de croissance des éditeurs français plus important, parce que cette souveraineté est en train de prendre une croissance. Et puis on a des acteurs dans tous les compartiments du jeu, mais ça on y reviendra. Donc il ne faut pas voir que le problème de la domination, il faut voir aussi la trajectoire dans laquelle on se situe. Alors, finalement, ça rejoint un petit peu les questions d'ancrage local dont on parle énormément avec la crise sanitaire. On sait qu'acheter local, ça a des répercussions économiques bien plus importantes et positives sur le territoire. Et là, le numérique étant complètement immatériel, on se rend compte que finalement, on a les mêmes impacts économiques ou les mêmes non-impacts économiques, mais beaucoup moins mesurables. Et c'est important, effectivement, de le souligner, d'en prendre conscience. Alors, Pascal, pendant la période assez particulière des mois qui viennent de s'écouler, tu as observé de nombreuses évolutions et comportements dans les organisations autour du digital et de ces questions de souveraineté numérique. Comment tu vois sur la période de confinement et de déconfinement l'évolution des usages en matière de numérique évoluer? Alors merci de m'avoir invité à ce panel. Et effectivement, la période de confinement était assez riche pour se poser énormément de questions et puis faire des flashbacks quand il fallait, reprendre un petit peu de recul par rapport à beaucoup de notions. Et je me suis souvenu en fait très rapidement d'un petit passage un peu douloureux que j'avais eu au tout début de ma carrière à travailler. Je fais partie aussi des repentis qui avons travaillé pendant plus de 10 ans pour des entreprises extra-européennes. Et la petite douleur de départ, quand on se rend compte qu'une grande partie dans une organisation internationale, dans les années 90, vous êtes lancé dans le télétravail du jour au lendemain. Et vous interagissez avec les premiers messengers du marché, ICQ et compagnie. Et finalement, effectivement, la première démarche est un petit peu rude. Il y a un petit point de départ qui est un peu violent. Et ensuite, vous y habituez. Et en fait, ce qui était absolument fondamental pendant ce confinement, c'est que tout professionnels comme moi, on s'est posé la question, mais nous, on a vécu ça finalement, ce passage au télétravail, on l'a vécu il y a 20 ans. On l'a vécu il y a 20 ans, et qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans ? L'ensemble des entreprises du tertiaire international et de beaucoup d'industries ont effectivement beaucoup travaillé en télétravail, ont tous ces rythmes, ont l'habitude de ces outils, et aujourd'hui, en fait, on s'est tout simplement rendu compte qu'il fallait absolument y passer coûte que coûte, parce qu'on y perdrait énormément de compétitivité. Mais surtout, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels qui peuvent accompagner. Deuxième constat, les outils qui ont été utilisés pour la croissance et la régularité de ce télétravail ont toujours été des outils extra-européens. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un vrai réveil avec, dans certaines régions, plus de 40% de gens qui sont passés en télétravail. La moyenne nationale, c'est 15% de télétravail. La plupart des entreprises aujourd'hui ont le sujet social avec les directions, avec les délégations du personnel sur quelle est la proportion à adopter pour le télétravail. Nos amis américains, qu'il faut toujours conserver un petit peu comme des exemples, ont déjà porté le télétravail jusqu'à la fin de l'année 2021. Pour le coup, ils ont été les plus radicaux dans ces décisions-là. Donc on a à créer finalement aujourd'hui ce nouvel espace de travail qui est la véritable entreprise dématérialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus entrer dans des bureaux ou dans des bâtiments aussi régulièrement qu'on le faisait. Par contre, ces bâtiments, ils offrent une protection, ils offrent une sécurité physique. Il faut bâtir en réalité des environnements aussi sécures et protégeants et aidants pour les salariés dans des contextes totalement virtuels. Et là, dans ce sens-là, ce que je considère aujourd'hui, c'est que la montée en puissance des réseaux sociaux d'entreprise et toutes ces plateformes où finalement le bureau, ce qui était votre espace de travail dans des ordinateurs locaux, se déplace finalement aujourd'hui dans un espace partagé entre tous et qui est la nouvelle opportunité pour amener les services que vont utiliser donc les utilisateurs. L'erreur à ne pas faire, c'est de prendre les services qu'on connaît qu'on connaît et qu'on a utilisés parce qu'on les utilisait en tant qu'utilisateur B2C, en tant que consommateur. L'erreur, ce serait de prendre ces mêmes outils et leurs offres B2B pour fabriquer cet environnement souverain. Parce que là, pour le coup, on n'aura aucune souveraineté et rien de garanti aujourd'hui, puisque ces systèmes sont ouverts vers le cloud, rien de garanti de ce que les données des employés peuvent devenir après partage. Quand on t'écoute, Pascal, on se rend compte
que cet enjeu de souveraineté numérique en 2020, avec le transfert massif vers la digitalisation du monde du travail, a finalement des conséquences encore plus grandes que par le passé. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de prise de position sur le sujet, parce que les enjeux sont croissants. Alain, sur l'année 2020, qui a été hyper dense en prise de position sur la thématique, est-ce que tu peux nous faire un court résumé de qui a pris quelle position et quels ont été jusqu'à aujourd'hui les engagements des uns et des autres? Oui, non, mais justement, j'allais réagir parce qu'effectivement, on voit bien que 2020, c'est vraiment le point de bascule. Et il y a énormément d'acteurs qui ont pris position, et ça, c'est effectivement nouveau par rapport à des positions qui étaient un peu plus conservatrices sur le sujet, en tout cas avant. Ça a commencé, nous, en début d'année, là, juste post-confinement, là, mars-avril, donc l'appel du 9 avril, qui nous amène d'ailleurs aujourd'hui à être avec toi, et à être entendu d'ailleurs, y compris par les pouvoirs publics, avec le mouvement qu'on a lancé qui s'appelle Play France. Même on pourra y revenir. Mais par exemple, le CIGREF, qui représente par exemple les DSI des grands groupes, qui jusqu'à présent étaient plutôt très feutrés. Là, tout d'un coup, ils ont dit stop. On a un rapport de force avec y compris les GAFAM qui nous est défavorable. Il faut rééquilibrer ça. Donc c'est quand même intéressant de voir ça. On a le gouvernement qui a lancé la taxe GAFAM, par exemple, et qui aujourd'hui, par exemple, si on prend même dans les ministres, le mot souveraineté n'avait jamais été prononcé depuis le début du quinquennat, ni dans l'histoire d'avant. Là, dans les dernières prises de parole, que ce soit du ministre du numérique ou du ministre surtout justement économique, le mot souveraineté est toutes les trois phrases. Si on prend la question de la CNJE, la question du RGPD, là on a quand même une invalidation du Privacy Shield. C'est-à-dire des Européens sont allés d'ailleurs sur le terrain américain, celui du droit, et on a gagné en disant non, vous n'avez pas de dérogation RGPD parce qu'en fait, vous avez la NSA derrière qui surveille, donc il n'y a aucune garantie sur les données personnelles aujourd'hui d'un Américain, et il faut le dire, et le Cloud Act, qui est un droit jurisprudentiel extraterritorial, nous amène à dire que non, les Américains ne respectent pas le RGPD. Ça, c'est pas un pavé dans la mare, c'est un iceberg dans une petite bassine. Et le dernier, c'est la Commission européenne, avec Thierry Breton, qui monte au créneau, qui dit c'est la fin de la naïveté. Donc déjà, il l'annonce. Il prévoit un Digital Service Act, c'est-à-dire de faire ce que font les Américains en termes de protection. Ça a été dit dans la table ronde juste avant. Les Américains achètent américains. Les Américains n'achètent pas européens sur le digital, et ils sont extrêmement protectionnistes. Il faut le dire un jour. Il faut arrêter de penser que nos amis américains, bel exemple, effectivement, sont libéraux. Non, ils sont libéraux pour les autres, mais pas pour eux. Donc voilà, si on prend tout ça, et je fais juste une incise, c'est qu'en parallèle de ça, on pourrait dire oui, bon, ça c'est vous les gens du numérique, du digital, vous êtes un peu excités par rapport à ça, mais il y a quand même eu, en même temps que le confinement, suite au confinement, un appel à la souveraineté alimentaire en mai dernier, dans lequel les 7 grandes organisations qui en plus d'habitude sont assez antagonistes, parce que ça allait de la FNSEA jusqu'à ceux qui sont les défenseurs de la terre, donc vous voyez des gens qui d'habitude ne se parlent pas, se sont mis d'accord pour cette souveraineté. Donc la souveraineté, je pense, c'est juste la prise de conscience d'un nécessaire retour à notre indépendance et non pas à notre soumission à des forces extérieures. Finalement, c'est très libérateur. Moi, j'y vois que du positif. Alors merci pour cette synthèse de 2020. On se connaît depuis quelques années, Alain, et je sais à quel point le sujet de la souveraineté numérique est un sujet qui t'est cher depuis très longtemps. Tu n'as pas attendu 2020 pour te mobiliser sur la question. Et j'aimerais qu'on revienne sur l'appel que tu évoquais à l'instant du 9 avril, que vous avez lancé tous les deux, Pascal et Alain, et qui a donné naissance à un collectif, à un mouvement qui s'appelle Play France Digital. D'ailleurs, on a une petite slide, je ne sais pas si l'écran peut être affiché, merci. Magnifique. Voilà, très beau visuel. Donc, Play France Digital, qui a son versant, son pendant Play Europe Digital. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Alain ? En fait, juste pour expliquer d'où ça vient tout simplement de l'indignation à un moment donné qu'on a eu quand on a appris sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont le mérite au moins des fois d'être des caisses de résonance, que Palantir allait prendre les données de santé de la PHP. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'est passé ensuite pour le gouvernement britannique pour un euro symbolique, enfin une livre symbolique. Et donc toutes les données de la PHP, donc c'était quand même une grande partie quand même du système de santé, allaient aller sur Palantir avec la promesse de, vous allez voir, on va vous trouver demain, grâce à l'intelligence artificielle, régler tous les problèmes de la Terre. La réalité, c'était capter nos données. Donc là, il y a vraiment eu un phénomène d'indignation, d'autant plus que dans la même séquence,
Il y avait aussi le Health Data Hub, c'est-à-dire le fait des données de santé là, des Français officielles qui allaient passer là, pour le coup sur Azure. Donc on a dit trop c'est trop. Et il y a eu une espèce de jonction à ce moment-là entre cette problématique de souveraineté, la domination économique que je viens de dire, et effectivement avec Pascal, mais également avec Raphaël et puis Mathieu Hugues, enfin d'autres, on a écrit une tribune et on a demandé aux gens de s'y associer et on est monté, mais plutôt dans l'angle entrepreneurial, parce qu'on représente plutôt les entrepreneurs dans cette affaire. Justement, sortir un peu du cadre barbouze souveraineté ou sortir du cadre philosophique. Enfin voilà, on était plutôt dans politique parce que la souveraineté politique, moi c'est pas du tout mon histoire hein, pour le coup. Et là, on a dit voilà, nous on veut quelque chose de très simple. On veut que 50% des achats publics soient faits pour des choses européennes dans le digital et avec au moins 25% de PME pour justement rééquilibrer le fait avec les géants, arrêter cette domination. À date aujourd'hui, je parle sous contrôle de Pascal qui a été le grand ordonnateur de ça, je crois qu'on a plus de 580 entrepreneurs signataires. Et ça représente, quand on a pris le chiffre d'affaires de tous ces gens-là, plusieurs milliards. On en est à, je sais plus, 3 ou 4 milliards de chiffre d'affaires de ces acteurs. Parce qu'on a aussi des gros bébés avec nous. Donc, voilà, l'appel du 9 avril qui part d'une indignation s'est transformé en vrai mouvement fort. Et aujourd'hui, on est effectivement... J'ai envie de dire qu'on commence à être audible par le champ politique, parce que l'étape d'après, c'est de passer dans le politique et dans les actions, dans les faits, et pas juste dans les incantations ou les lamentations d'une situation qui nous désespère. Et on va y revenir tout à l'heure, parce qu'effectivement, ça bouge aussi de ce côté-là. Et Pascal, pendant ces derniers mois, tu t'es lancé dans un chantier assez colossal, assez titanesque, de créer un mapping pour aider les entreprises qui, au-delà de soutenir l'appel du 9 avril, ont souhaité se transformer elles-mêmes pour être plus souveraines numériquement et soutenir l'économie européenne et française. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce mapping, comment il peut déjà où le trouver, comment l'utiliser et comment tu l'as construit en quelques mots? Oui, alors effectivement, ce que tu disais Alain tout à l'heure, ces 600 entrepreneurs ces 600 entrepreneurs, chefs d'entreprise, décideurs du numérique qui sont signataires. En fait, ce qui a résonné chez eux très souvent, c'est que dans le contexte d'appel d'offres, dans le contexte de consultation, ils étaient soit jamais choisis, soit pas consultés, alors qu'ils fournissaient les services en question. Donc l'idée a été de discuter avec des donneurs d'ordre et de leur demander pourquoi. Et tous m'ont répondu, la plupart d'entre eux m'ont répondu, Pascal, l'écosystème dont vous parlez, il est très morcelé, il est pas forcément visible, il n'est pas identifiable, et il n'est pas mis en avant par nos partenaires, hein, les partenaires étant dans la plupart des cas les ESN, les entreprises de services numériques, et donc on ne va pas se satisfaire de recherches sur Google pour trouver les 4-5 éditeurs de logiciels qui peuvent répondre à notre problématique. Donc l'idée a été de manière très pratique et pragmatique de fabriquer un mapping où notre décision était de montrer que dans 15 catégories de besoins essentiels du numérique, besoins B2B, il existait des solutions françaises et on les a rassemblées. Donc on a contacté l'ensemble des entreprises concernées et beaucoup d'entreprises sont venues par effet de bord, mais en fait, on a sorti un mapping au mois de juin qui correspondait à peu près à 330 solutions, associant à la fois des solutions de PME format start-up, de PME plutôt format proche ETI, de TI, essentiellement de TI, et puis la plus grosse effectivement et la plus importante est Dassault avec ses multiples entreprises filiales. Tu peux juste nous rappeler l'adresse à laquelle on peut retrouver le mapping? Alors on peut effectivement le retrouver sur l'adresse que vous avez là-haut, nom de domaine playfrance.digital. Donc vous retrouvez le mapping actualisé, puisque chaque semaine je continue à interagir depuis cet été donc avec des entreprises qui ont envie de faire partie, qui considèrent donc étant françaises avec le siège de leur direction stratégique ou direction générale en France, capitaux français, avec des solutions qui sont clairement à disposition d'entreprises et organisations françaises de toute taille, donc ont envie de faire partie donc de cette... C'est la première cohorte marketing, on va dire, des entreprises du numérique française que j'ai pu voir. Ça fait maintenant 25 ans que je dirige ce type d'entreprise du digital. Mais je ne pense pas qu'il y a 5 ans, on aurait pu produire ce... Et si je peux me permettre juste de rebondir, justement, des fois on me demande, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change?
C'est souvent des conjonctions de planètes. Là, sur le point qu'on vient de dire, c'est que ce qui a changé entre il y a même 10 ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de boîtes qui ont grandi et qui peuvent répondre aujourd'hui aux besoins de l'État. Donc l'État, les collectivités territoriales et tout l'appareil, y compris les OIV, vous savez, les entreprises qui sont engagées. Alors qu'il y a 10 ans, c'était moins net par rapport à ça. Donc il y avait une domination américaine. Et ce qui se passe entre-temps, c'est que finalement, l'État n'a pas vu ses enfants grandir. C'est-à-dire tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a énormément de boîtes qui ont des capacités incroyables sur le territoire. Donc c'est ça qui bascule. Si on prend une problématique économique avec une crise, le confinement qui montre qu'on manque de ressources numériques et que, par exemple, même les universités ou l'État étaient obligés de faire appel à des gens comme nous, privés, parce que, par exemple, ils n'avaient même pas de capacité en interne. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a énormément de boîtes qui répondent à ça. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on prend encore Google ? On l'a entendu tout à l'heure. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, il y a un marketing et un mindshare qui fait que les gens, ce qu'a dit très bien Pascal, au-delà de 3 mots, on peut pas citer plus de 4 acteurs, par exemple, quand on demande aux gens s'ils sont pas spécialisés dans le cinéma, bah c'est pareil. Donc ils citent Google, Microsoft, et après personne. Alors qu'en fait, il faut juste remplacer ça par tous ces acteurs-là. C'est vraiment l'intérêt du mapping de remettre ça en visibilité de gens qui aujourd'hui sont en capacité. C'est ça qui est vraiment important à entendre. En capacité de répondre à ces projets. Là, je parlais de Genspot 2 secondes. Nous, on a déployé, par exemple, la Caisse nationale d'assurance maladie, 75 000 utilisateurs qui tournent sur notre Digital Workplace. Je veux dire, on demande à tous les gens du CAC 40, ils sont persuadés qu'il n'y a que Google et Microsoft qui peuvent le faire. La réalité, c'est qu'un acteur français peut le faire. Et ça, c'est vrai pour, ce qu'a dit Pascal, tout le mapping, tous les acteurs et dans tous les domaines. Et c'est vraiment ce qui est nouveau. Et donc là, c'est plutôt très positif. Merci pour le travail qui a été effectué, qui va être très utile pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent justement se retourner vers des solutions concrètes. Alors, on voit bien que maintenant, il n'est plus le frein n'est plus de savoir par quoi commencer. On est prêt à passer à l'acte. Et justement, Thierry Breton a commencé à présenter un programme, un projet qui sera voté en fin d'année, qui est le Digital Service Act. Est-ce que tu peux, Alain, à la fois réagir à ce projet, nous dire ce que tu en penses en 2 mots, et puis sur 2021, pour toi, quelles sont les perspectives ? Alors, déjà, c'est incroyable que l'Europe se mobilise avec autant de fermeté et de précision. Voilà. Si on va sur le site, moi, je vais juste vous lire ce qui est annoncé dans ce Service Digital Act. C'est la protection des utilisateurs, donc c'est en gros le RGPD++, c'est-à-dire étendre ce que déjà on fait avec le RGPD, mais de manière encore plus proactive, voire même de manière coercitive. Alors là, on voit bien avec le Privacy Shield ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, tout d'un coup, d'ailleurs les Américains commencent à avoir un peu peur de ça. 2, proposer des règles ex ante pour remédier au déséquilibre sur ces marchés. C'est écrit noir sur blanc. 2, remédier au déséquilibre sur ces marchés. Il y a une analyse partagée par tous les Européens qui a un déséquilibre sur ce marché. Il faut des règles ex ante, ça veut dire des règles de la loi. Et 3, de créer un statut de gardien, gatekeeper, visant les grandes plateformes. Parce que ces grandes plateformes sont devenues des États, et en fait, il faut juste les mettre un peu sous surveillance, parce que sinon, elles font n'importe quoi. On le voit bien avec les élections, on le voit avec les problématiques économiques, mais on pourrait le voir dans plein d'autres secteurs, par exemple, y compris sur les trafics qu'il peut y avoir à travers les plateformes e-commerce. Donc oui, moi je trouve ça formidable que l'Europe le pose aussi fortement. Et si on en revient avec le thème aussi InsurTech, quelque part, la question même régalienne de la place d'acteur de confiance, quand on sait que Google, par exemple, là, a lancé lui aussi une logique assurantielle, on se dit non, est-ce qu'on a envie que ce soit eux qui demain dominent l'assurance, ou est-ce qu'on a encore envie de faire confiance à des acteurs séculaires avec lesquels on a travaillé depuis des années, avec lesquels on a des liens de confiance locaux? Moi, comme on dit, la réponse, elle est vite répondue. Donc si je suis là aussi au sein de cette semaine InsurTech, c'est pour dire oui, il faut que l'État régule, sinon il se passera pour l'assurance la même chose qui s'est passé pour les autres secteurs, les GAFAM étant des États en dehors d'États, il faut savoir les réguler. Moi je dis, plus un pour l'Europe. Moi, je trouve ça formidable. Et je pense qu'en plus, Thierry Breton, mais même aussi la vice-présidente en charge de ça, qui est très, très active, on a des gens articulés qui comprennent les problèmes et qui ont, en plus, une colonne vertébrale pour pouvoir faire ça. Hier, j'ai appris la bonne nouvelle. L'Europe va en appel sur l'histoire des 13 milliards avec Apple sur les impôts. On ne laisse pas la chose. On se bat jusqu'au bout. Donc moi, je dis bravo à l'Europe.
Très bien. Donc 2021, concernant Play France Digital, les perspectives en termes de next step, d'action? Les next steps d'action, c'est d'inscrire ce qui était un mouvement qui s'est lancé comme ça dans la société civile en association constituée, avec d'un côté la partie justement pour pouvoir parler au pouvoir public, voilà, je veux dire le cerveau gauche, mais aussi le lien marketing avec ce que dit Pascal sur le fait de rapprocher les acheteurs et les vendeurs pour créer du business et faire grandir cet écosystème collectif. Parce que finalement, dans Play France, qu'il y a beaucoup aussi, c'est cette logique de collectif. Je sais que aussi, Mickaël, tu es souvent dans les affaires collectives, on t'en remercie d'ailleurs, parce que c'est très important de redécouvrir les forces du collectif et non pas de la domination d'un acteur. C'est ce que proposent toujours les plateformes. Nous, on propose justement un collectif hétérogène, écosystème et varié. Alors, on peut afficher la slide suivante. On a justement un observatoire du numérique qui a été mis à votre disposition avec Play France Digital. On a également New Deal Digital qui a rejoint l'initiative de façon à non pas suivre l'actualité au jour le jour, mais plutôt prendre du recul et avoir une vision globale de cette transformation de l'industrie du numérique. Et vous retrouverez d'ailleurs dans cette même application un observatoire du secteur de l'assurance avec notre partenaire Vovox. Le secteur de l'assurance, pour terminer, Pascal, on parlait de manière générale tout à l'heure de la cartographie. Quel est le message, quel est le conseil pour commencer dans le secteur de l'assurance? Quelle serait la catégorie du mapping, par exemple, à regarder en premier lieu vis-à-vis des priorités et des enjeux dans le secteur de l'assurance? Alors, il y a deux catégories qui me semblent assez fondamentales, et puis c'est bien d'aborder les choses de les manières la plus pratique et la plus en amont. Il y a la partie hébergement, catégorie hébergement, où vous retrouvez en fait la plupart des grands acteurs de l'hébergement français, donc dont le plus important, donc en taille et en volume aujourd'hui, et qui est le leader européen depuis quelques semaines, est OVH Cloud, mais vous y trouvez également Outscale, et puis Scaleway, et puis d'autres initiatives comme dans le domaine de la grande distribution, avec ScaleMax, qui est une joint venture entre l'opérateur Carnot Computing et le groupe Casino. Donc c'est intéressant. En Allemagne également, l'acteur Lidl est en train de se lancer dans le cloud. Donc on voit vraiment une montée en puissance d'acteurs du cloud locaux qui sont intéressants et qui partent sur des bases souveraines. Je citerai un deuxième qui est, on a dit tout à l'heure, l'Insurtech est très très orienté données. Il y a donc une catégorie exploitation des données, et notamment exploitation des données en masse, où vous trouvez des acteurs qui sont tout à fait capables de lancer des actions pour restructurer des données non structurées ou pour pouvoir créer de nouveaux types de tables, des acteurs comme Tale of Data, qui ont l'habitude de travailler sur des masses de données très importantes, donc une grande scalabilité. Ce que j'aurais tendance, tout à l'heure je disais, il y a 5 ans on n'aurait pas dit ça. Il y a un terme français, il y a un terme anglais qui n'a jamais été véritablement traduit, qu'on n'a pas pu traduire, qui est le terme de scalability. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans, partant du principe que, à part les Américains, ou à part, et puis même il y a 15 ans, on n'était pas scalable. Aujourd'hui, c'est le cas. Scalability, on pourrait placer le terme en français, le balancer au Larousse, demander à nos amis de l'Académie de le plébisciter, parce qu'on a tout à fait les capacités avec les acteurs français d'être très scalables. Bien, il me reste à vous remercier une fois de plus Pascal et Alain pour cette table ronde. Donc on a tout pour réussir, il n'y a plus qu'à. Hein. On y va. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, 2020, malgré les... Vous savez, quand on a une crise comme ce qu'on vit, il y a toujours ceux qui voient ça comme un grand gouffre et une grande peur, ou au contraire une grande opportunité. Je pense que cette crise est l'opportunité pour tous d'avancer justement dans le bon chemin, y compris justement dans le digital. Merci. Merci, Mickaël.